Un pédocriminel, organisé et multirécidiviste, que l'on définira plus tard comme le pire tueur en série pédophile du Royaume-Uni. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Robert Black est né le 21 avril 1947 à Grangemouth, en Écosse. Il est le fils d'un père inconnu et de Jessie Hunter Black, une ouvrière d'usine. Ses parents n'étant pas mariés, sa mère est rapidement stigmatisée et Robert est catégorisé comme enfant illégitime. Jessie Hunter Black prendra la décision d'abandonner son fils en le confiant à l'adoption dès l'âge de 6 mois. C'est donc le premier rejet de sa vie. Sa mère finira par se marier avec un dénommé Francis Hall et le couple aura 4 enfants ensemble. Aucun d'entre eux ne sera informé de l'existence de leur demi-frère. Jessie n'aura d'ailleurs plus jamais de contact avec son fils et décédera en 1982. Le jeune Robert Black est recueilli par Jack et Margaret Tulip, un couple âgé tous deux d'une cinquantaine d'années vivant dans un village isolé de l'ouest de l'Écosse. L'intégration de Robert au sein de la famille ne se fera jamais réellement. En effet, ils n'accepteront pas de lui donner leur nom. Il restera donc Black, ce qui continuera de le stigmatiser dans sa jeunesse. Jack et Margaret étaient très durs avec lui et extrêmement peu soutenants. Robert Black rapportera par la suite, à titre d'exemple, qu'à un Noël, il n'a rien eu du tout parce que ses parents adoptifs avaient jugé qu'il était trop mauvais pour recevoir un quelconque cadeau. Black sera aussi physiquement maltraité à de nombreuses reprises. Il racontera que petit, il souffrait d'énurésie nocturne et que sa mère adoptive le battait pour ça. Des habitants du voisinage rapporteront plus tard avoir vu des bleus sur le visage et les jambes de Black. On sait aussi que Margaret Tulip l'enfermait dans la maison pour le punir ou le déshabillait avant de le frapper avec une ceinture. Jack, le père adoptif, mourra quand le petit Robert n'avait que 5 ans. À l'école, il n'était pas intégré au sein de ses camarades et était très souvent moqué pour son hygiène critiquable, ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de Smelly Bobby Tulip. À l'âge de 8 ans, le sexe semble déjà occuper une place importante dans son esprit puisqu'il développe ce qu'on peut appeler un intérêt malsain envers les autres enfants. Il commencera par exemple à regarder sous les jupes des filles. Ses idées iront bien plus loin quand il entreprendra de s'insérer des objets dans le rectum, cette pratique le suivra d'ailleurs jusqu'à l'âge adulte. Selon certains professionnels du domaine de la psychologie, cette conduite relève de l'automutilation et endosserait donc pour lui une fonction auto-punitive. On sait maintenant qu'à l'âge de 9 ans, Robert Black a agressé sexuellement un bébé. On ne possède cependant pas plus de détails que ça sur cet événement en particulier. Des psychologues avanceront l'idée selon laquelle Black avait déjà été abusé sexuellement par une ou plusieurs personnes à cet âge, relevant par la même occasion le côté tout à fait anormal d'un tel comportement pour un enfant n'ayant vécu aucun traumatisme sexuel. En 1958, Margaret Tulip, sa mère adoptive, décède à son tour. Black est donc envoyé dans une nouvelle famille à Kinlochleven. Il n'y restera que peu de temps puisqu'il kidnappera une petite fille et l'agressera sexuellement en l'enfermant dans une salle de bain. Sa nouvelle mère adoptive signalera l'infraction et Robert Black sera retiré de son domicile. Il est alors envoyé dans un foyer pour mineurs, le Reading Children's Home, près de Fall Creek.
Là-bas, il tentera d'abuser une très jeune fille de 12 ans avec 2 autres de ses camarades, mais n'arriveront pas au bout de leur plan en raison de leur incapacité à être en érection. À la suite de cet événement, aucun des 3 garçons ne sera condamné à quoi que ce soit. Black sera juste exclu du foyer et déplacé dans un orphelinat non mixte à Musselburgh nommé Red House Care Home. Il avait alors 12 ans. Malheureusement, là-bas, Black ne sera pas simplement confronté à la solitude et à un régime très strict. À son arrivée, un membre du personnel abusait déjà de l'un des pensionnaires, mais quand ce dernier a eu 16 ans et qu'il a dû quitter le foyer, son abuseur a voulu qu'il lui propose un remplaçant. C'est Black qui sera désigné par la victime. Il sera donc violé par cet homme pendant plusieurs années, ce qui, on peut facilement l'imaginer, entachera encore davantage sa vision des adultes, sa confiance en lui et envers les autres, et fera naître chez lui un sentiment de culpabilité. Ces abus sexuels se poursuivront sur 3 ans jusqu'à ce qu'il quitte le foyer à l'âge de 15 ans. À son départ, il louera une chambre dans une résidence pour garçons à Greenock et commencera à travailler comme livreur. En 1963, Black a alors 16 ans, il attire une fillette de 7 ans dans un abri anti-aérien désaffecté en lui promettant de lui montrer un chaton. Une fois à l'intérieur, il la maintient au sol et l'étrangle. Quand elle perd connaissance, il abuse d'elle et se masturbe sur son corps alors qu'elle est inconsciente. Il finira par la laisser pour morte sur les lieux, mais heureusement, elle sera retrouvée plus tard, toujours en vie. Suite à ces événements, Black sera arrêté. À cette occasion, un examen psychiatrique a été réalisé et a suggéré que l'incident était un cas isolé et que Black n'avait pas besoin de traitement spécifique. Il sera reconnu coupable mais condamné uniquement pour comportement obscène et libidineux par le tribunal et ne sera pas incarcéré pour ces faits. 3 ans plus tard, en 1966, Black viole la petite fille de ses propriétaires, alors âgée de 9 ans. La victime en parlera à ses parents qui n'engageront aucune action en justice, voulant épargner leur fille d'un nouveau traumatisme. Black sera bien entendu expulsé du domicile. Il avait alors 19 ans. Après cet épisode, il déménage à nouveau et trouvera un logement chez un autre couple. Là encore, un soir, il est chargé de garder leur petite fille de 6 ans et il abusera d'elle. Lorsque l'abus sera découvert par la famille, Black sera poursuivi en justice et reconnu coupable d'attentat à la pudeur contre un enfant. Pour ça, il est condamné en 1967 à 1 an de détention qu'il fera à la prison de Polmont à Brighton. À sa sortie de prison en 1968, Black se rend à Londres. Il loue une chambre à Stamford Hill et devient maître nageur à temps partiel. C'est durant cette période qu'il commencera à photographier des petites filles en maillot de bain ou en train de jouer dans des parcs pour enfants. Il sera renvoyé de son travail pour avoir agressé sexuellement une jeune fille. Malheureusement, on ne possède aucun détail supplémentaire concernant cette affaire et la victime. C'est à cette époque que Robert Black achète et consomme de la pornographie juvénile qu'il trouvait dans certaines librairies. Il fréquente aussi le Three Crowns, un pub de Stamford Hill où il est devenu un joueur de fléchettes réputé. Il y rencontre un couple d'origine écossaise tout comme lui, Edward et Catherine Rayson. Les Rayson proposeront d'héberger Black. C'est donc en 1972 qu'il l'emménage au dernier étage de leur maison. Il restera leur locataire jusqu'à son arrestation en 1990. En 1976, Black trouve un job de chauffeur et commence à travailler pour une entreprise appelée Poster Dispatch and Storage, PDS. Son travail consiste alors à livrer des affiches à travers l'Europe et le Royaume-Uni, ce qui lui permet d'être autonome et de bénéficier de longues périodes sans aucune supervision. Le 12 août 1981, il assure une livraison à Ballinderry en Irlande du Nord. La petite Jennifer Cardy, de 9 ans, se rendait à moins de 2 km de son domicile chez son amie avec son nouveau vélo. C'est sur le chemin de l'allée qu'elle se fait enlever par Black. Quand Andrew, le père de Jennifer, rentre du travail le soir, il trouve sa femme inquiète quant à l'absence de leur fille. Patricia, la mère, sort à la recherche de sa fille en voiture. Elle réalise que Jennifer n'est jamais arrivée au domicile de son amie.
Vers 21h, ils appellent la police et c'est quelques heures plus tard, un peu avant minuit, que 2 habitants trouvent le vélo rouge de Jennifer couché dans un champ à 1500 mètres de chez elle. Il avait été jeté par-dessus une haie. La béquille était abaissée, ce qui laissait penser qu'elle s'était arrêtée en chemin. C'est le 18 août que les parents reçoivent un appel de la police pour leur dire qu'on a trouvé un corps. C'est pour eux un soulagement après les 6 jours de recherche. Le petit corps en question a été retrouvé par 2 chasseurs à un barrage près de Hillsborough dans le comté de Down, à 15 km de là où Jennifer avait été enlevée. La petite fille a été agressée sexuellement et étranglée. C'est à Andrew que revient la terrible tâche d'identifier sa fille. Il déclara à ce sujet « Quand on m'a dit que je devrais aller identifier son corps, j'avais hâte de retrouver ma fille. Je n'oublierai jamais l'horreur quand je suis entrée. L'agente de liaison m'accompagnait. Je me souviens qu'elle a dû me tenir parce que j'allais m'évanouir. » Le lendemain, le 19 août, la police organise des reconstitutions en retraçant l'itinéraire de Jennifer. Ils ont déduit qu'en raison de la pluie, l'enfant s'était probablement arrêté dans le but de s'abriter sous un arbre au bord de la route pour mettre un pull, ce qui expliquerait d'ailleurs la position de la béquille. Patricia Cardy, la mère de la jeune victime, dira « Elle continue de nous manquer à tous, surtout à nous 2 garçons. Quand elle a été enlevée, ça a été si dur, si difficile. Ça a été un poids énorme sur eux. Ils ne comprenaient pas, mais ils savaient qu'elle ne reviendrait plus jamais. Ça a été très brutal. Je n'oublierai jamais comment elle a refermé la porte derrière elle et ses cheveux blonds qui sont passés devant son visage en disant au revoir. C'est la dernière chose que j'ai vue d'elle. J'attendais son retour. Elle était toujours très ponctuelle. Et à 16h20, j'ai cru l'entendre appuyer son vélo contre le mur du fond, ce bruit que fait la chaîne. J'ai pensé « Jennifer est là !» Mais ce n'était pas le cas. Je n'ai jamais entendu ses petits pas traverser la cuisine jusqu'au salon. Le 30 juillet 1982, Robert Black assure une livraison à Coldstream. Suzanne Maxwell, 11 ans, est sortie au même moment pour jouer au tennis avec ses amis. Sur le chemin du retour, elle tombe sur Black qui l'enlève. Elle est vue pour la dernière fois en vie vers 16h30. Sa mère, Liz, décidera d'aller la chercher plutôt que de la laisser rentrer à pied toute seule, mais sa fille restera introuvable. Liz et Fordyce, le père, appelleront directement la police. On retrouve le corps le 12 août dans un fossé sur une aire de repos dans le comté des Midlands de l'Ouest, à plus de 300 km de là où elle avait été enlevée. Le corps est très décomposé en raison de la chaleur. On ne pourra donc pas déterminer la cause exacte de la mort. Ses sous-vêtements avaient été retirés et placés sous sa tête. L'état partiellement dévêtu de la victime laissait penser à une agression sexuelle. Ces craintes ont été confirmées par le rapport du médecin légiste. Suzanne Maxwell avait été violée, ligotée et bâillonnée. La police centre d'abord l'enquête sur l'entourage proche de l'enfant, puis sur les délinquants sexuels locaux pour étendre les investigations jusqu'aux véhicules vus dans les environs, mais cela ne donnera rien. Toutes les forces de police du Royaume-Uni sont invitées à vérifier dans leur base de données tout individu condamné pour meurtre d'enfant, enlèvement d'enfant ou encore attentat à la pudeur d'un enfant dans les 10 années précédentes. Cela réduit le nombre de personnes à contrôler à 40 000 hommes, mais le nom de Black ne figure nulle part en raison de son unique condamnation en 1967, condamnation antérieure donc à la période concernée. Tout en travaillant comme chauffeur, Black a développé une connaissance approfondie d'une grande partie du réseau routier britannique, ce qu'il met à profit dans son parcours criminel. On sait qu'il faisait beaucoup de repérage et était très observateur. Il ne s'en prenait qu'à des victimes qui étaient seules et il était très vigilant quant à la présence de potentiels témoins oculaires. Afin de minimiser ses chances d'être identifié, il déplaçait les corps sur de longues distances et ajustait très souvent son apparence en faisant tour à tour pousser sa barbe ou en apparaissant rasé ou encore en se montrant parfois complètement chauve. Il possédait plus d'une douzaine de paires de lunettes différentes qui lui permettaient aussi de peaufiner son changement de look.
Le 8 juillet 1983, Black assure une livraison dans la station balnéaire de Portobello en Écosse. Caroline Hogg, 5 ans, sort de chez elle pour aller à l'aire de jeu du parc voisin faire de la balançoire. Elle est alors repérée par Black, et à 19h, elle n'est toujours pas rentrée. Des témoins rapporteront avoir vu un homme hirsute, chauve, à l'air furtif, portant des lunettes à écailles, regardant la petite Caroline pendant qu'elle jouait. Un autre témoin a vu la petite assise avec cet homme sur un banc, puis les a observés partir en se tenant la main. Près de 2000 personnes aideront les forces de l'ordre ainsi que les parents de la victime en prenant part aux recherches. C'est le 18 juillet, soit 10 jours après sa disparition, que le corps nu de Caroline Hogg est retrouvé sur une aire de repos de Twycross, à 500 km de là où elle avait été vue pour la dernière fois. Encore une fois, le niveau avancé de décomposition du corps rendait l'identification de la cause de la mort impossible, mais le viol, quant à lui, ne faisait aucun doute. On établit un lien entre le meurtre de Caroline Hogg et celui de Susan Maxwell, tuée moins d'1 an avant. Les enlèvements ont eu lieu dans des circonstances similaires et les victimes ont toutes les deux été transportées sur plusieurs centaines de kilomètres avant qu'on abandonne leur corps dans des endroits semblables. En raison de ces similitudes, il a été décidé que les enquêtes indépendantes seraient fusionnées en une unique enquête conjointe. En raison de l'importance des distances impliquées ainsi que du jour des enlèvements, à savoir des vendredis, la police soupçonnait le meurtrier de Maxwell et de Hogg de travailler comme chauffeur ou comme représentant des ventes, ce qui l'obligerait à beaucoup voyager et à respecter un calendrier particulier. Le 26 mars 1986, Black effectue une livraison à Leeds, en Angleterre. Sarah Harper, une petite fille de 10 ans, vit avec sa mère Jackie à Morley, en banlieue de Leeds. Vers 19h50, Jackie demande à sa fille d'aller chercher du pain à la supérette du coin. Le propriétaire de la boutique confirmera plus tard que Sarah lui avait bien acheté une miche de pain et 2 paquets de chips et avait quitté le magasin aux alentours de 19h55. Il rapportera aussi la présence d'un homme chauve qui était brièvement entré dans la boutique pendant que la petite y était. Sarah n'étant toujours pas revenue à 20h20, sa mère et sa sœur cadette fouillèrent brièvement les rues environnantes avant que Jackie Harper ne signale la disparition de sa fille à la police du West Yorkshire vers 21h. Lors d'une conférence de presse donnée le 3 avril suivant, Jackie affirmera que le pire tourment qu'elle et sa famille aient enduré était l'incertitude. Elle a lancé un appel direct au ravisseur de sa fille en déclarant « Je veux juste qu'elle revienne, même si elle est morte. Si quelqu'un pouvait simplement prendre le téléphone et nous dire où se trouve le corps. » Le 19 avril, quelqu'un qui promenait son chien retrouve le corps dans le Trent, à Nottingham, à 114 km du lieu de l'enlèvement. C'est Terry Harper, le papa de Sarah, qui identifiera le corps. La cause de la mort était la noyade. En effet, la petite avait été jetée vivante dans l'eau. La jeune victime a aussi subi un viol vaginal et anal. On retrouve son corps dans une zone géographique bien connue des forces de l'ordre. Pour cause, elle était délimitée par les découvertes des corps de Susan Maxwell et de Caroline Hogg. Les 3 points de découverte formaient un triangle. En janvier 1988, face à tous ces éléments, les enquêteurs britanniques font appel au FBI, qui leur fait parvenir ce qui semble être le profil psychologique du tueur. Ce profil décrivait l'auteur comme un homme blanc, âgé approximativement de la quarantaine, qui était un solitaire. Ce délinquant aurait une apparence négligée et avait bénéficié de moins de 12 ans d'école. Il vivait probablement seul dans un logement loué situé dans un quartier de la classe moyenne inférieure. Le mobile des meurtres d'enfants était sexuel et l'agresseur faisait une fixation sur la pédopornographie. Le profil disait aussi que l'auteur gardait des souvenirs de ses victimes et qu'il s'était très probablement livré à des actes nécrophiles avec les corps de ses victimes peu de temps après leur mort avant de s'en débarrasser. Le 23 avril 1988, Black se rend dans le quartier Radford à Nottingham. Il y repère une adolescente de 15 ans nommée Teresa Thornhill qui faisait particulièrement jeune et qui était plutôt petite puisqu'elle mesurait environ 1,50 m à l'époque.
Cette nuit-là, Thornhill rentrait chez elle avec son petit ami Andrew Beeston. Une fois Thornhill seule, la camionnette de Black s'est arrêtée devant elle. Black en est sorti et a ouvert le capot afin de simuler un problème de moteur. Il a alors demandé à Teresa si elle savait régler ce genre de problème, et lorsque Teresa a répondu qu'elle n'était pas en mesure de lui venir en aide et a commencé à s'éloigner d'un pas beaucoup plus rapide, Black l'a attrapée par derrière et a tenté de la traîner dans son véhicule. Teresa s'est sérieusement débattue, se tordant et donnant des coups de pied à Black. Alors qu'il la ramenait vers sa camionnette pour la forcer à y monter, Teresa Thornhill lui a serré les testicules tellement fort qu'il a dû partiellement la lâcher, ce qui lui a permis de mordre l'avant-bras de son agresseur. Beeston, son copain, en entendant les cris, fit demi-tour et ordonna à Black de la laisser. Très rapidement, Black courut à l'avant de sa camionnette et quitta les lieux. Thornhill et Beeston ont immédiatement signalé la tentative d'enlèvement à la police. Ils ont tous deux décrit l'homme comme négligé, en surpoids et chauve, âgé de 40 à 50 ans et mesurant environ 1,75 m. Teresa Thornhill déclarera plus tard « Je suis heureuse d'être là, et je suis heureuse d'avoir survécu à cette histoire, mais je regarde en arrière et pense aux pauvres filles qui n'ont pas survécu, et parfois je me sens coupable. » Le 14 juillet 1990, dans la ville de Stow, en Écosse, un homme qui tondait sa pelouse se pencha pour dégager l'herbe des lames de sa tondeuse quand il a eu la surprise de voir les pieds d'une petite fille se soulever puis disparaître derrière une camionnette stationnée avant que cette dernière ne s'éloigne. À ce moment précis, il comprend vite qu'il est témoin d'un enlèvement. Il s'empresse alors de noter l'immatriculation de la camionnette et téléphone à la police qui se rend immédiatement sur place. Alors que le témoin s'entretient avec les officiers, il aperçoit la même camionnette revenir. Il alerte les agents qui interviennent aussitôt. Un des policiers ouvre l'arrière du véhicule et découvre Mandy Wilson, sa propre fille de 6 ans, couchée, attachée avec du scotch sur la bouche et un sac de couchage sur la tête. Même si la petite était en vie, elle avait déjà subi un viol. Black est bien entendu arrêté. Les forces de l'ordre, en perquisitionnant son véhicule, trouveront entre autres un appareil photo Polaroid, un grand sac, des cordes, de nombreux vêtements de petite fille et un matelas. Black déclarera quant à ces éléments que lors de ses livraisons longue distance, il utilisait les vêtements des enfants comme stimulant pour se masturber. Le logement de Black à Stamford Hill a lui aussi été perquisitionné. On y a trouvé une grande collection de pornographie enfantine, comprenant 58 vidéos et films illustrant des abus sexuels pédophiles. On a également trouvé plusieurs vêtements pour enfants, ainsi qu'un extrait de journal détaillant la tentative d'enlèvement de Teresa Thornhill. Enfin, on a aussi trouvé des photographies que Black avait prises de lui-même avec différents objets insérés dans le rectum, comme par exemple une bouteille de vin, un combiné téléphonique ou encore un pied de meuble. Le 10 août 1990, Robert Black plaide coupable de l'enlèvement et du viol de Mandy Wilson. Les éléments relevés dans sa camionnette ne laissaient de toute façon aucun doute quant à la préméditation de ces actes. Un expert médical qui avait ausculté la victime affirmera que l'enfant serait décédé étouffé dans les 15 minutes suivantes si elle n'avait pas été sauvée. Black est alors condamné à perpétuité pour ses crimes et est envoyé à la prison de Soughton à Édimbourg. Il voudra faire appel de cette décision, mais ses avocats préféreront qu'il se soumette à une analyse psychiatrique en amont. L'expert dira que la sentence est adaptée et que Black est un individu dangereux. Il continuera d'ailleurs à voir Black, ce dernier voulant comprendre ce qui le poussait à agir. En novembre 1990, Robert Black est transféré à la prison de Peterhead.
Les forces de l'ordre réussiront à prouver que Black se trouvait sur les lieux des enlèvements de Susan Maxwell, de Sarah Harper et de Caroline Hogg grâce aux factures d'essence que l'entreprise conservait. Elles ont donc pu prouver que Robert Black était sur place au moment des faits à chaque fois. On a aussi démontré que les affaires et tout particulièrement le mode opératoire étaient similaires à celle pour laquelle il avait déjà été condamné. Toutes les victimes avaient été sélectionnées pour leur vulnérabilité situationnelle et personnelle. C'étaient toutes des petites filles, seules, naïves, qui avaient les jambes nues et portaient des soquettes blanches. Elles ont toutes été repérées en amont, suivies et ont disparu dans des lieux publics, tout comme Mandy Wilson. En mai 1994, Black est reconnu coupable des enlèvements et des meurtres de Susan Maxwell, de Sarah Harper et de Caroline Hogg. Il est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité et est aussi inculpé pour la tentative d'enlèvement de Teresa Thornhill. Il écopera d'une période de 35 ans de sûreté pour chacun des chefs d'accusation de meurtre. Black a ensuite été transféré à la prison de Wakefield pour purger sa peine dans l'unité d'isolement. En juillet 1995, il est attaqué dans sa cellule par 2 codétenus qui lui jetteront de l'eau bouillante dessus et le matraqueront avec un pied de table avant de le poignarder dans le dos et dans le cou avec un couteau fait main. Black aura plusieurs séquelles mais s'en sortira. Ses codétenus écoperont quant à eux de 3 années supplémentaires. Le meurtre de Jennifer Cardy n'est dans un premier temps pas rattaché à Black, mais il finira par être inculpé en 2009. Le 22 septembre 2011, il est jugé pour cette affaire et c'est le 27 octobre suivant que le jury, après une délibération de 4 heures, rend son verdict. Black est reconnu coupable de l'enlèvement, du viol et du meurtre de la petite Jennifer. Il est de nouveau condamné à perpétuité avec 25 ans de sûreté. Le père de Jennifer, Andrew, déclarera « Ce que je ressentais pour lui, je crois que j'ai eu de la pitié pour cet homme. Je plains tous ceux qui ont une dépendance comme la sienne. Je plains quiconque s'autorise à emprunter cette voie. » Les investigations ne s'arrêtent pas là, puisque la police pense que Black est impliqué dans une quinzaine de cas de disparition et de meurtre d'enfants supplémentaires, que ce soit au Royaume-Uni, en Irlande ou encore en Europe. Parmi ces affaires, on peut citer le cas d'April Fabb, 13 ans, disparu le 8 avril 1969, de Christine Markham, 9 ans, disparue en mai 1973, de Mary Boyle, 6 ans, disparue le 18 mars 1977, de Catrice Lee, 2 ans, disparue le 28 novembre 1981, de Cheryl Morian, 7 ans, disparue le 5 août 1986, de Virginie Delmas, 10 ans, disparue le 5 mai 1987, de Perrine Vigneron, 7 ans, disparue le 3 juin 1987, ou encore celui de Sabine Dumont, 9 ans, vue pour la dernière fois vivante le 27 juin 1987. S'il y a bien une affaire dans laquelle Black était de source sûre le coupable, c'est celle de Janet Tate, 13 ans, disparue dans le Devon en Angleterre en 1978. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Black était le suspect principal dans cette affaire et la police s'apprêtait à l'inculper. Seulement, le 12 janvier 2016, Black est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Magbury. Il est décédé à l'âge de 68 ans des suites d'une crise cardiaque. Personne ne demandera jamais à récupérer son corps. Si l'on s'intéresse un peu plus en profondeur au profil psychologique de Black et à son parcours, il me semble pertinent de vous dire qu'il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. On ne lui connaît qu'une seule relation avec une adulte,
une femme dénommée Pamela Hodgson. Elle aurait apparemment mis fin à leur relation en partie en raison de ses, je cite, exigences sexuelles inhabituelles. Black est donc un pédophile dit exclusif ou presque, à savoir qui n'a eu des relations intimes qu'avec des enfants et qui est incapable d'avoir une vie amoureuse et familiale avec d'autres adultes. On peut aussi voir que c'est un pédophile dit hétérosexuel, puisqu'il s'en est toujours pris à des petites filles. Dans le parcours criminel de Black, on peut facilement déceler une forme de gradation, numérique d'abord, avec le nombre ahurissant de victimes, mais aussi dans la gravité de ses passages à l'acte, allant jusqu'à la mort de ses victimes dans de nombreux cas. C'est quelque chose que l'on retrouve très souvent chez les tueurs ou les agresseurs en série. Maintenant, on peut aussi dire que la direction prise par son parcours n'a malheureusement rien de surprenant. En effet, on sait aujourd'hui que la grande majorité des individus judiciarisés durant la période de l'adolescence le sera également à l'âge adulte. Rapport qui s'accroît d'ailleurs avec la gravité et la chronicité des crimes. Autrement dit, plus une personne commet de crimes jeunes, et plus ces crimes sont sérieux, plus cette même personne aura de probabilité de récidiver à l'âge adulte. Le docteur Badcock a décrit Black comme un homme timide, pas très intelligent, mais doté de ce qu'on pourrait considérer comme une ruse naturelle. Il s'est intéressé aux souvenirs que Black gardait de ses passages à l'acte. Il en est arrivé à la conclusion que Black ne se souvenait pas de la mort de ses victimes, mais des abus si. Ce qui semble l'avoir marqué est le fait que Black compare ses meurtres à des représentations théâtrales. Il déclarera « Il a dit que c'était comme un théâtre, comme les rideaux qui s'ouvrent au début d'une pièce. Ce qui s'était passé avant l'ouverture des rideaux, il n'en avait aucune connaissance. Ce qui s'était passé après la fermeture des rideaux, il n'en avait aucun souvenir. Ce sont les zones où les filles ont été tuées et les corps jetés. Mais il se souvenait un peu de ce qui s'est passé entre les deux. » Selon les différents experts, ce sont les rejets successifs de sa vie qui l'ont conduit à se tourner vers les enfants pour éviter le sentiment négatif d'abandon et d'humiliation qu'il a pu ressentir au travers des différents abus qu'il a lui-même expérimentés en tant que victime. C'est donc ce manque de contrôle sur les autres adultes qu'il a projeté sur les enfants qui sont plus vulnérables et plus contrôlables. Le docteur Badcock dira « Se décrirait-il fièrement comme un tueur en série ? Non, il ne le ferait pas. Il se décrirait comme la malheureuse victime de la vie. » Cette citation est particulièrement intéressante parce que l'on sait que bon nombre de criminels utilisent le fait d'avoir été victimes dans le passé pour légitimer leur passage à l'acte parce qu'ils estiment avoir le droit de le faire à leur tour. Au sujet des abus sexuels qu'a subi Robert Black, il déclarera « C'est quelque chose qui l'a tellement perturbé qu'il s'en est complètement coupé, s'en est dissocié. Parce qu'il ne pouvait jamais l'aborder ou y faire face. C'était la chose qui l'empêchait de pouvoir se développer dans différentes directions. Cela a eu pour effet de l'encourager à se développer en se sentant vulnérable, aliéné et inadéquat. » On sait donc que Black a subi de multiples abus de différentes natures. Son expérience victimologique est à l'image de ce que l'on sait aujourd'hui concernant le phénomène de répétition dans la victimisation. En effet, la probabilité d'être victime d'une nouvelle agression est 7 fois plus élevée pour une personne qui a déjà été victime par le passé que pour la survenue d'une première victimisation. On peut penser que Black a été poussé à passer à l'acte en partie à cause de la colère contre les mauvais traitements et les abus qu'il avait subis dans son enfance. On sait en effet que les abus sexuels qu'il a subis ne sont pas forcément la cause directe de sa déviance, mais ces expériences traumatiques ont eu un impact indéniable sur sa trajectoire développementale. On peut émettre l'hypothèse selon laquelle le fait que ce soit un adulte qui l'ait agressé alors qu'il était encore un très jeune adolescent ait influencé sa tendance à s'en prendre à des enfants plutôt qu'à des victimes plus âgées.
Plusieurs auteurs, au sein de la littérature scientifique, démontrent que les abus sexuels infantiles sont bien plus présents chez les pédophiles qu'au sein de la population générale, et que les pédophiles sont plus susceptibles d'avoir vécu des expériences d'abus sexuels durant l'enfance que les abuseurs sexuels d'adultes. On sait qu'une relation existe entre l'expérience d'abus sexuels durant l'enfance et la perpétration d'agressions sexuelles par la suite, et on connaît la tendance à abuser de la victime de façon à répliquer sa propre expérience. De plus, les abus sexuels infantiles sont associés à la criminalité, mais pas uniformément selon les sexes. En effet, les hommes seraient plus susceptibles que les femmes de s'engager dans le crime après avoir été abusés, et l'on sait que la majorité des individus pédophiles seraient des hommes. Un autre exemple de tueur en série et pédophile très connu est John Wayne Gacy, que vous devez tous connaître, qui, on le sait, a été violé à l'âge de 9 ans par un voisin et ami de la famille. Le docteur Eric Cullen a déclaré au sujet de Robert Black « Il n'était pas un monstre. Il était le fruit d'une vie particulière. » Il ajoutera « Il n'aurait pas pu être soigné. C'était dans sa nature. C'était ce qu'il était. Je ne pense pas qu'il était récupérable et il n'y a pas de punition suffisante pour marquer l'ampleur de ses crimes. Il était au-delà de la rédemption. » Je vous laisse maintenant avec des enregistrements audio de Robert Black qui sont extraits d'entretiens avec le service de police d'Irlande du Nord. I'd be driving along, I'd see a young girl, I'd get out and talk to her and try to persuade her to get into the van and take her somewhere quiet. I'm not exactly proud of the way I feel towards young girls. Like, there's a part of me that knows I'm wrong, that knows that it's wrong, that I shouldn't be doing things like that, I shouldn't even be thinking things like that. But there's the other part that says, you like it, go on. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si cette affaire t'a plu, je t'invite à me laisser un like, à t'abonner en activant les notifs et à partager mon travail autour de toi. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prends soin de toi. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around